Donc comme d'habitude, hein, tout ce qu'on dit ici, ça reflète vraiment notre opinion à la date de la publication. C'est susceptible d'être révisé ultérieurement et à tout moment. J'ajoute bien à tout moment, c'est-à-dire que les choses peuvent évoluer très 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 vite. On vous rappelle que si vous voulez investir de l'argent, on vous conseille de prendre conseil auprès d'un conseiller agréé par l'AMF, voilà, et que les performances passées ne présagent jamais des performances à venir. Donc parlons techno, ce qui se passe dans cette semaine, alors c'est pas, on met pas tout, on met quelques news qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont fait passer ce genre de choses. Il y a un papier qui est sorti dans Nature où il transforme dans un transistor l'électricité par la lumière et ça permet d'aller 1000 fois plus vite. Donc ça c'est quelque chose que je trouve intéressant. Pourquoi ? Parce que moi je me souviens quand j'ai commencé mon Epitech et quand après je suis allé en Corée et tout, en Corée il y avait beaucoup plus de, entre guillemets, beaucoup moins de code et beaucoup plus d'électronique. Et la peur de la plupart des professeurs c'était de se dire qu'un jour la loi de Moore elle allait mourir. C'était, mais je connais des mecs qui étaient chez Samsung, c'était leur plus grande peur. Les ingénieurs, ils étaient là, ils se disaient, le jour où la loi de Moore meurt, comment la Terre va faire pour créer autant de données, gérer comme ça. C'est un énorme problème. C'est le même problème que vous avez avec l'électricité à l'heure actuelle, parce qu'on a fait les cons en installant des éoliennes, et quand il n'y a pas de vent, si vous n'avez rien prévu derrière, il n'y a pas d'énergie. Et quand on a besoin de se chauffer parce qu'il fait froid, on a besoin d'énergie tout de suite. Là, c'est un peu la même chose. Et donc, c'est un article qui est très très intéressant. Alors, c'est très deep tech, d'accord ? C'est pas du tout quelque chose qui va arriver dans les 2-3 ans à venir. Il y a une problématique de coût, il y a énormément de problématiques, mais c'est des choses intéressantes. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de vous en parler toutes les semaines ? Parce que toutes les semaines, il y a plein de petites news comme ça dans Nature, dans ce genre de choses. Et en fait, vous voyez que si vous prenez les publications de ces papiers, de ce genre de choses, on a souvent un peu cette année critiqué les papiers avec l'histoire de Raoult, le fait qu'il ait créé son propre journal, qu'il éditait des papiers bidons et tout. Mais la vérité, c'est que si vous prenez les papiers vraiment très très intéressants, qui sont vraiment très deep tech, et qui se font consensus, ou pas consensus à 100%, mais qui ont une certaine importance dans l'univers technologique, vous en avez de plus en plus, parce que vous avez une explosion de l'innovation qui est due au fait que les jeunes, ils ont de plus en plus de compétences, ils commencent de plus en plus tôt à faire de la recherche. Moi, la dernière fois, je lisais un papier sur l'ordinateur quantique, il y avait un jeune, il avait 19 ans. À 19 ans, il fait de l'ordinateur quantique. Moi, 19 ans, j'allais en boîte de nuit. Voilà. Et ces gens-là, en fait, ils existent pourquoi ? C'est pas avant, il y en avait quelques-uns, c'était des génies, puis voilà. Vous en avez de plus en plus maintenant. Pourquoi vous en avez de plus en plus ? Parce que quand un sujet vous intéresse, vous avez accès à Internet, vous pouvez potasser le sujet, vous pouvez vous mettre en relation à travers Twitter, ce genre de choses, de gens qui connaissent le sujet, et donc vous avez des moyens d'exploiter vos connaissances qui sont beaucoup plus importantes qu'avant. Il y a aussi des scientifiques qui ont créé du café en laboratoire, donc ça c'est la même chose. Pour ceux qui lisent souvent mes écrits dans New Tech Insider et ce genre de choses, vous savez que je suis globalement positif pour la croissance mondiale, parce que je vous explique qu'on va passer d'un monde qui est celui de la consommation de ressources que la Terre crée, à un monde qui est la consommation de ressources que l'homme va créer. Et donc la manière de faire et les soucis sont totalement différents. C'est-à-dire que si vous créez de la viande en laboratoire, si vous créez du café en laboratoire, vos soucis, ils sont totalement différents. Principalement, votre souci principal dans ces nouvelles créations artificielles, entre guillemets, même si c'est pas vraiment artificiel, mais ces nouvelles manières de créer de la nourriture, c'est un souci d'électricité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus gourmand en électricité que de faire des champs classiques avec le soleil, le machin, le truc, le bidule. Voilà. Mais le jour où vous avez une électricité pas chère, qui est partout dans le monde et ce genre de choses, vous n'aurez plus de problème de viande, de machin, de ceci, de cela. Ça n'existera plus. Parce que votre capacité, votre coût de création, il va s'effondrer. Si vous voulez, l'agriculture, c'est quelque chose qui a vu son coût de production s'effondrer avec la mécanisation et avec l'arrivée des pesticides. Depuis un certain temps, le coût de l'agriculture, il est stable. Ou il monte un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez de plus en plus de monde sur la planète et vous avez une capacité d'optimisation des sols qui devient limitée. Donc votre seule solution, c'est d'aller un cran au-dessus. Et le cran au-dessus, c'est entre guillemets la nourriture artificielle. Même si, encore une fois, c'est pas du tout artificiel. Donc ça, c'est la même chose. Ça vous montre un peu pourquoi je suis plutôt positif. Et parce qu'il y a plein de choses. Il y a 10 ans, on créait rien artificiellement. Maintenant, on sait faire des œufs, on sait faire du poulet, on sait faire du bacon, on sait faire du bœuf. Voilà. Et au Japon, vous avez même qui sont en train de créer du bœuf de Kobe artificiellement.
C'est-à-dire, ils arrivent à reproduire la sensation du bœuf de Kobe. Pour ceux qui connaissent le bœuf de Kobe, c'est un des bœufs les plus connus, c'est le Graal des connaisseurs, avec la viande argentine, la viande du Venezuela, ce genre de choses. C'est vraiment de la viande d'extrêmement bonne qualité, et ils arrivent à reproduire le goût. Et ils arrivent à reproduire tout. Parce qu'ils ont réussi à créer tout un univers et tout. Alors pour le moment, vous ne le voyez pas dans vos assiettes parce que c'est trop cher, ça va pas, ce genre de choses. Mais le jour où vous avez une capacité de produire ça en masse, bah vous pouvez vous dire que peut-être chez McDonald's, on mangera tous du bœuf de Kobe. Après, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est pas à moi de juger. Moi, je vous amène juste la technologie et vers où va le monde. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, j'ai quand même tendance, dans mon avis personnel, à penser que si on est le plus d'humains à profiter des meilleures choses, tant mieux. Parce que je suis quelqu'un qui croit fondamentalement à la croissance et pas en la décroissance. Mais ça ne concerne que moi. Vous pouvez avoir des idées différentes. Vous avez une autre news qui est parue aujourd'hui et qui m'a paru assez importante qu'on a rajouté en dernière minute. C'est Tencent qui s'est lancé dans les puces, donc dans la création de puces. Ça, c'est très très intéressant parce que ça vous montre vraiment l'évolution des GAFA chinois, hein, donc des BATX, qui de plus en plus vont vers le hardware, essayent de pénétrer des nouveaux marchés et essayent d'étendre leur pieuvre, comme le font les GAFA américains. Et donc ça, c'est une très bonne chose, parce que ça, moi, je pense aussi que c'est quelque chose qui va encourager le Parti communiste chinois à ne pas taper trop fort sur ses acteurs. Pourquoi? Parce que je pense que le Parti communiste chinois, quand il veut créer des puces ou ce genre de choses, à part Tencent et Alibaba qui ont les moyens d'investir des dizaines et des dizaines de milliards chaque trimestre là-dedans, et de se dire que si ça marche pas pendant 3 trimestres, c'est pas grave, on va pas mourir, ce genre de choses, ben en fait, vous avez que ça. Et on a un acteur de la puce en Chine, d'accord, qui était dans notre dossier, il a fait plus 60% depuis qu'on vous l'a conseillé. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau des puces en Chine, il y a une volonté de rattraper les États-Unis et l'Europe, il y a une volonté aussi de se dire qu'en Chine, ils sont obligés d'innover et de créer eux-mêmes les choses parce qu'ils n'ont pas de capacité d'acheter du matériel d'ASML, parce que ASML dit aux Chinois, si je veux vous vendre des machines, il faut que les gouvernements européens et américains soient d'accord. Et si je vous les vends, eh ben, ils mettent leur veto. Et comme en fait le marché chinois, européen et taïwanais est plus important, le marché européen, américain et taïwanais est plus important que le marché chinois, ASML ne peut pas faire le choix du marché chinois. Donc ASML ne peut vendre que des très vieilles machines aux Chinois, donc les Chinois ils sont obligés d'innover et de créer leur propre truc. Sinon, ils sont dépendants dans la même chose que ce que je vous ai montré avec Internet. C'est-à-dire quand vous êtes dans l'univers de l'informatique, celui qui est tout en haut, c'est qui? C'est celui qui crée des puces, et qui crée les puces les plus performantes possibles. Parce que tout découle de la puce. C'est-à-dire que même le fonctionnement de Google ne découle que de la puce. Donc celui qui est en haut de la pyramide, c'est celui qui fait des puces, et celui qui est encore plus haut de la pyramide, c'est celui qui fait les machines qui fait les puces. Voilà. Et après, dans la pyramide, vous avez différents acteurs. C'est-à-dire, vous avez ceux qui font la matière première, ceux qui font la machine et tout. Mais vous voyez bien que la pyramide, elle monte, et qu'à chaque fois que vous montez d'un étage, vous êtes sur des gens, des fois, qui sont... ASML, personne le connaît, ou très peu de gens le connaissent. Moi, je me souviens, quand on en parlait il y a 10 ans d'ASML, la plupart des gérants français vous disaient « je connais pas ». Hein, quand on parlait de Bessie il y a 10 ans, c'était la même chose. Et maintenant, c'est des gens qui sont incontournables dans le secteur. Parce que voilà, ils ont su réussir quelque chose de fou. Mais attention, hein, ils y sont pas arrivés comme ça, dans le temps, sans risque. C'est-à-dire, les gens chez ASML, dans les années 2000, on leur a dit, il faut que vous fassiez une innovation critique, parce que sinon, on ne dépassera jamais Intel. D'accord? Et que l'innovation qu'ils devaient faire, elle était considérée par tous les physiciens comme impossible. Et bien, ASML, ils ont réussi à battre l'impossible. Parce que, comme je vous le dis souvent, et ce qu'il faut vraiment, à mon avis, avoir en tête quand on est un investisseur long terme de la tech, tout est possible. Absolument tout. D'ailleurs, si Elon Musk réussit, c'est parce qu'il pense que tout est possible. On peut ne pas aimer son côté enfantin, son machin, son truc, mais fondamentalement, ce qui fait réussir Elon Musk, c'est qu'il croit que tout est possible. Vous avez aussi une autre petite news qui est un peu plus intéressante, là, enfin un peu plus intéressante, on va dire un peu plus ludo-éducative, c'est qu'il y a eu le premier braquage à la base d'une IA. Donc il y a une banque américaine, en fait, qui avait une reconnaissance vocale des comptes en banque, et il fallait la voix du directeur pour pouvoir activer les comptes. Et en fait, en prenant des vidéos, ce genre de choses, et en faisant marcher une intelligence artificielle, ils ont été capables de reproduire la voix de la personne et de passer outre les systèmes de protection de la banque, et ils ont volé 35 millions de dollars.
c'est une des premières fraudes à base d'IA sur tout ce qu'on appelle le deepfake, ce genre de choses, qui sont des nouveautés. Donc ça, je pense aussi que c'est un secteur qui est sous-évalué par beaucoup, parce que beaucoup des procédures de contrôle qu'on a à l'heure actuelle, elles ne sont pas capables de répondre à toutes ces problématiques d'IA, à toutes ces problématiques de quantum computing. Donc il y a énormément d'investissements à faire, et en fait vous pouvez pas vous dire ouais mais on peut ne pas les faire et puis c'est pas grave. Non, on est obligé de les faire, parce que je peux vous dire que je connais un petit peu certains assureurs. Vous avez des assureurs qui pensent que les dégâts dans leur bilan, à horizon 10-15 ans, ça sera 50% de la cybersécurité. C'est-à-dire tout le reste, on vous parle des maisons qui s'effondrent avec le vent, le machin et tout. Vous avez des acteurs, je citerai pas de nom parce que voilà, mais il y a des acteurs français qui vous disent dans 10-15 ans, 50% de mes coûts, ce seront des litiges dans le cyberespace. C'est vous dire l'importance de la chose. Et donc c'est vous dire l'investissement nécessaire des différents acteurs pour se sécuriser au mieux possible. Et c'est aussi vous dire s'il va y avoir tout un univers avec des primes qui vont augmenter autour de la cybersécurité. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les entreprises payent de plus en plus cher, mais c'est encore abordable. Je pense que là où les gens n'ont pas conscience de ça, c'est que de plus en plus, les particuliers vont être obligés d'avoir eux aussi des assurances cyber. Parce que vous pouvez vous faire voler votre carte, votre machin, ce genre de choses, et que de plus en plus, ça va être quelque chose externe qui sera enlevé de la banque et qui sera géré dans tout votre univers. Si on vous vole votre identité sur Internet, si on vous pirate vos webcams, ce genre de choses, et qu'on vous cambriole après, tout ça, ça fera partie d'un nouveau segment de l'assurance qui sera autour du cyberespace. D'accord ? Donc voilà. On va prendre un peu des questions. Je me t'ai dit 5-10 minutes de questions, enfin 5 minutes plutôt, s'il y a des questions. Après, on peut toujours y revenir un peu à la fin et faire une séance un peu plus mastoc de questions. Plutôt des trucs sur le métaverse, si vous avez. Et puis voilà, je vais me servir à boire en même temps. Donc pour la vidéo, n'hésitez pas, hein. Vendredi, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez la revoir si vous n'avez pas compris certaines choses, si vous voulez la revoir aussi, ce genre de choses. Voilà. Donc, à 5, on s'arrête, on passe au sujet suivant. Eh ben, merci Arty, si tu viens de débarquer, j'espère que ça te plaît. Et on va faire en sorte de faire toujours comme ça, en essayant de vous amener de plus en plus de valeur et vous amener de plus en plus de choses. Bon, donc on va continuer. S'il y a des questions sur le métaverse, on prendra un peu plus tard. Donc là, l'hebdo du gaming, clap de fin pour Fortnite en Chine. On va voir. Donc là, on a comme d'habitude les ventes des consoles, comme je vous avais dit, hein. Et ça se reflète bien dans les ventes. Les mauvaises ventes qu'on avait eues il y a 3 semaines sur la Switch correspondaient bien à le fait qu'il y ait un peu moins de stock et le fait aussi que les gens attendent la nouvelle Switch. Donc là, vraiment, les ventes sont très très intéressantes de la nouvelle Switch. Par contre, il y a un petit problème de production, on va voir après. Et ça, c'est effectivement très problématique pour Nintendo. Après, ça montre que l'appétit pour la nouvelle Switch, la Switch OLED, est assez important. Et beaucoup d'analystes pensaient que c'était une valeur, que la Switch OLED, il n'y avait pas assez d'apports nouveaux pour convaincre les gens. Bah, il semble que quand même, il y ait énormément de nouveautés qui attirent les gens. Je pense aussi que le fait d'avoir sorti ça avec Mario Party et d'avoir la possibilité de jouer en étant branché câble Ethernet, donc un peu plus stable que en étant par Wi-Fi, ça a aidé certains à faire le pas. Mario Party est un jeu qui s'est très bien vendu et qui se vend très bien, donc peut-être que ça a aidé un peu. Après, c'est toujours la même chose. Sony avec la PS5 a vendu un peu plus cette semaine, est bien monté. Chez Xbox, c'est monté que de 10 000 exemplaires, donc les tensions chez Xbox sont toujours importantes. Chez Sony, on commence à avoir un peu de réassort de plus en plus, donc peut-être que pour Noël, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles pour Sony. Après, attention, hein, parce que comme on va voir, le problème c'est que plus Sony vend de PS5, plus il fait de pertes. Parce que je vous avais expliqué que la complexité chez Sony, c'était qu'installer le nouveau parc de consoles avait un coût. Donc d'un autre côté, le fait que cette pénurie de composants soit à très long terme, ça répartit ce coût pour Sony, qui est quand même un acteur qui a un peu
qui est un peu plus faible que Microsoft, donc ça peut être intéressant pour eux, mais il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc on continue, donc là on a vu le Nikkei. Je vous encourage très fortement à lire le Nikkei. Il y a trop peu de gens en Europe qui lisent le Nikkei en disant oui il faut lire le FT, ce genre de choses. Je pense que le Nikkei est un très bon indicateur, surtout si vous aimez bien la technologie et matières premières. Il y a vraiment beaucoup de choses de qualité dessus, donc je vous encourage à le lire. Et du coup Nintendo, enfin le Nikkei a publié que Nintendo devrait réduire de 20% le nombre de Switch vendus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont un problème de puce. Et c'est le même Nikkei qui avait expliqué que l'Apple iPad, le Pro, on allait limiter la production pour permettre une production un peu plus forte d'iPhone 13, parce que sinon, il y avait des problématiques de production assez importantes. Donc ça vous montre quand même que, malgré le fait que certains acteurs de l'automobile aient dit que l'univers des puces, ça recommençait à aller mieux et tout, il y a quand même toujours énormément de mal, surtout pour des acteurs qui sont très consommateurs, qui ont besoin d'énormément de puces, qui ont des volumes de production colossales, parce que là vous êtes sur des volumes de production qui sont plus importants que ce que vous avez dans l'industrie automobile, hein. Vous produisez plus de Nintendo Switch et d'Apple, et tout ça que de bagnoles chaque année, hein. Donc après vous avez plus de composants dans une voiture que dans une console, on est d'accord. Mais si vous voulez, il y a quand même des problématiques de stock qui sont importantes, surtout que dans une voiture vous pouvez vous permettre de changer les pièces, parce que c'est pas très visible pour le consommateur, et vous avez une capacité de l'imposer au consommateur. Dans les consoles, vous avez beaucoup moins de possibilités de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme la console elle est très optimisée pour une architecture, si vous changez les pièces dans cette architecture, vous avez un risque que l'architecture soit moins optimisée, que ça pose des problèmes après en SAV, que les consoles durent moins longtemps, ce genre de choses. Vous n'avez pas créé les consoles avec ses partenaires, avec ses puces, et ça peut créer énormément de problèmes. Donc voilà. Vous avez Timmy qui annonce son MMO basé sur Ashoka. Donc il faut savoir que Honor of Kings, c'est un jeu, on en parle souvent, c'est le premier jeu mobile à avoir dépassé les 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même quelque chose de très très important. C'est d'autant plus intéressant que Honor of Kings, ça vend qu'en Chine quasiment. Ils l'ont développé un peu en Europe et aux USA, ça fait 4 millions de chiffre d'affaires par mois. Ça fait moins de chiffre d'affaires qu'en Chine en une journée. Donc voilà, c'est un flop. Par contre, depuis longtemps, les investisseurs se disent c'est dommage, on a une licence Honor of King qui marche, mais vous n'êtes pas capable de l'horizontaliser, c'est-à-dire de la dupliquer à d'autres supports. Et là, ce que nous a montré Timmy, qui est donc la branche internationale de gaming de Tencent, donc qui gère Honor of King, qui gère Pokémon Unite, le MOBA de Pokémon, ce genre de choses, c'est que ils vont faire un MMORPG basé sur l'univers d'Honor of King. C'est très proche de ce que fait Monster Hunter. Je trouve ça très très intéressant parce qu'en Chine, vous avez beaucoup de joueurs de MMO. Donc vous avez une capacité d'aller capter des joueurs qui forcément n'aiment pas forcément les MOBA, mais aiment les MMO, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une très très bonne chose de Tencent. Moi je pense que c'est vraiment très intelligent, que c'est un jeu qui fera un sacré carton. Surtout que vous avez assez peu de jeux dans cet univers-là. Je vous encourage à aller voir la vidéo, on va pas la passer parce que sinon ça mettrait trop de temps. Mais je vous encourage à aller voir le thriller, qui est quand même très très intéressant. Alors après c'est un des premiers de Timmy International, parce qu'il a été créé en partenariat avec les studios qu'ils ont créés aux États-Unis. Donc il faudra voir un peu si ça fait flop ou pas, si graphiquement ils ont tout envoyé dans la bande-annonce comme fait des fois Ubisoft et qu'après derrière le jeu c'est une purge. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à éclaircir, mais je trouve qu'au niveau stratégie c'est très très intéressant. Ça montre la volonté de diversité de Timmy qui veut, et donc de Tencent, qui veut s'exporter un peu ailleurs, et ça va dans le sens des puces que je vous ai raconté un peu plus tôt. Donc ça, cette diversification de Tencent, ça me plaît beaucoup. Ce qui a fait baisser Tencent aujourd'hui et donc Prosus, c'est une mauvaise news, d'accord? C'est Fortnite qui est stoppé en Chine. Alors déjà, il faut savoir que Fortnite, en Chine, ça représente rien. C'est-à-dire que les marchés, ils n'ont pas réagi à l'annonce d'un MMO qui, pour moi, pourrait apporter plusieurs milliards de dollars. Par contre, ils ont réagi à la fermeture de Fortnite, qui a coûté en investissement en Chine entre 10 et 20 millions de dollars, d'après ce que Tencent nous dit, d'accord? Il n'y avait pas de microtransactions. Il n'y avait pas de... Il y avait plein de choses qui étaient interdites. C'était réservé qu'aux majeurs. Donc quand vous êtes sur un jeu qui vise plutôt des mineurs, être réservé qu'aux majeurs, ça peut être problématique. Donc vraiment, c'était un jeu très anecdotique. Et bizarrement, le marché a surréagi à cette news en disant « Ah, c'est la fin, c'est ceci, ah, c'est cela ».
Moi, je pense qu'on est toujours dans une surréaction, parce que je pense que les news clairement s'annulent. Et pour moi, même Fortnite, ça fait en Chine moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Ça représente rien. C'est vraiment anecdotique. Ça n'a aucun intérêt pour Tencent. Vous êtes quand même sur une entreprise qui au Q3 est toujours en croissance, ce genre de choses. Donc vous êtes vraiment sur quelque chose que vous payez pas cher. Et vous avez quand même des news sur l'onglet de développement, c'est-à-dire que quand ils ont sorti leur studio international, on a tout de suite dit ils n'arriveront jamais à sortir de Chine, en dehors qu'en faisant des rachats. Ils nous annoncent un MMO qui a une portée internationale qui me semble intéressant, ou voilà. C'est quand même intéressant, c'est quand même très très intéressant. La même annonce d'un MMO à l'époque chez Amazon, tu faisais 4% sur le titre. Là, ils annoncent un MMO qui est à peu près pour moi la même puissance et qui aura sûrement plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement dedans, et ils se cassent la gueule. Donc c'est pour vous montrer que les marchés, ils ont tendance un peu à surréagir. Ça, quand vous êtes comme moi, vous prenez ça à la rigolade, parce que vous savez que c'est un truc qui changera. C'est-à-dire que là, cette news-là, ça fait perdre de l'argent aux actionnaires de Tencent. Dans 6 ou 12 mois, pour la moindre news, même pour un truc tout bidon, genre l'ajout d'une extension sur Pokémon Unite avec 2 Pokémon qui vont peut-être rapporter 50 millions d'euros à la fin de l'année, on prendra 10% dans la journée. C'est voilà, c'est ce qui compte à long terme, c'est comprendre le business de la boîte à long terme, de voir un peu les risques, les opportunités. Moi, je suis toujours très bullish sur la Chine. Je pense qu'on est trop agressif sur la Chine, donc vraiment, je suis ultra bullish. Donc dans Parlant Gaming, on va faire les petites news. Donc on a Niantic qui va arrêter Harry Potter et se concentrer sur Pokémon Go. Ça c'est intéressant pour les actionnaires de Nintendo, parce qu'en fait l'idée de Niantic c'était de dire on va s'ouvrir à tous les détenteurs de licences et on va leur proposer des jeux comme Pokémon Go. Et en fait ils se rendent compte d'une chose, c'est que c'est pas parce que vous avez une grosse licence que forcément vous allez faire un carton. Et en fait les joueurs d'Harry Potter, ils sont un peu plus vieux, ils sont moins fans et moins fanatisés aux jeux vidéo que les joueurs de Pokémon. Donc en fait, ils n'ont pas réussi à installer le jeu. Le jeu rapporte beaucoup moins d'argent que Pokémon. Ce qui est intéressant pour Nintendo, c'est que les futurs jeux de Niantic, qui va arrêter quasiment tout sauf Pokémon Go, c'est Pikmin, le jeu à base de plantes de Nintendo, sur lequel ils vont créer quelque chose. Donc il y a vraiment une coopération entre Niantic et The Pokémon Company qui devient de plus en plus forte, et vous avez une dépendance de Niantic à The Pokémon Company et à Nintendo qui devient de plus en plus forte. Donc ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que vous avez des possibilités de pousser pour la vente, de pousser pour le rachat, et vous pourriez faire un pôle mobile à Nintendo qui est vraiment le pôle qui manque à cet acteur, malgré le fait que ces derniers trimestres, il est quand même très bien réussi là-dessus. Vous avez Krafton, qui est donc le studio numéro 1 en Corée du Sud, hein, qui est donc l'éditeur de pas mal de jeux, donc PUBG, qui est un jeu qui est très connu, qui rachète le créateur du jeu Subnautica. Ce qui est intéressant, c'est que Krafton, actionnaire majoritaire, Tencent. Voilà. Donc vous voyez que la pieuvre Tencent est vraiment partout dans le monde du jeu vidéo. Vous pouvez pas... voilà. Alors là, on fait une actualité sur le jeu vidéo, les 3 quarts c'est du Tencent. En dessous, League of Legends Wild Rift, le jeu mobile de League of Legends, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires sa première année. On peut dire que c'est quand même quelque chose d'assez décevant. Riot Games, propriété entière de Tencent. Donc voilà. Vous avez Sega qui veut s'associer à Microsoft autour d'Azure pour remplir des objectifs de sa stratégie Super Game. Ça va avec le deal que Azure a passé il y a peu de temps avec Sony, pour optimiser la création des jeux vidéo et aller plus vite dans les processus créatifs. C'est absolument pas pour faire du gaming as a service ou ce genre de choses. C'est vraiment, quand les développeurs travaillent sur un jeu, faire des outils qui vont optimiser le travail et qui vont faire sortir les jeux plus vite. Ça, c'est très très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça vous explique bien un peu la notion que je vous ai expliquée plusieurs fois avec Amazon, et ce besoin qu'avait Amazon d'acquérir des compétences dans le jeu vidéo pour après inonder et faire infuser ses compétences dans ses sous-business. Et en fait, vous voyez que depuis un peu de temps, Azure prend de plus en plus de place dans l'écosystème du cloud et est en train de rattraper AWS. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la majorité des gens qui consomment énormément de données, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup de pics de visite, les sites e-commerce, ce genre de choses, ils sont chez AWS. Parce que AWS a été conçu pour Amazon, qui a des pics de production oufissimes. La majorité des services SAS, ils sont sur AWS parce que c'est la même chose. Vous avez des pics d'utilisation des fois qui sont ahurissants. Mais ce qui s'est passé, c'est que tous les nouveaux domaines, donc c'est-à-dire l'IoT,
l'aide à la création d'applications, ce genre de choses, c'est des choses qui ont plutôt été mangées par Microsoft. Et pourquoi ça? Parce qu'en interne, ils en avaient besoin. Donc ils ont développé des outils en interne, et après ils sont allés les donner, enfin ils sont allés les louer, entre guillemets, à d'autres. Et donc vous voyez bien cette importance que vous avez d'être toujours sur un secteur le plus large possible, parce que sinon vous n'avez pas la compétence et les spécificités sectorielles, et donc forcément face à quelqu'un qui a la compétence et les spécificités sectorielles, vous faites avoir. C'est-à-dire que stocker, c'est pas juste mettre des serveurs, mettre des gens derrière pour vérifier que ça bug pas, et empiler des serveurs. Malheureusement, trop souvent, les politiques français et même certains grands patrons français s'imaginent qu'on met de l'argent, qu'on construit des data centers, qu'on empile des serveurs et que ça marche. Non, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, le taux de défaut sur les data centers de OVH et des autres acteurs, vous verrez que c'est pas le même. Pourquoi c'est pas le même? Parce qu'Amazon ne peut pas se permettre d'avoir une partie de ses clients chez qui ça marche pas pendant 24-48 heures. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Parce que vous n'avez jamais vu Amazon ne pas s'ouvrir pendant 24-48 heures. C'est tout bonnement pas possible. Chez OVH, vous avez plusieurs fois des pannes qui durent 5, 6, 7, 8 heures. Et quand vous avez des pannes de cette ampleur sur Azure ou sur AWS, généralement c'est qu'Internet complet est en panne. Donc c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous avez un problème, un peu comme il y a eu avec Facebook, quand ils ont fait leur petite erreur de gestion en interne sur leur routeur. Vous avez la vidéo sur notre YouTube, donc vous pouvez comprendre, qu'ils sont déconnectés d'Internet et que du coup, le flux, il est tombé nulle part. Tout le monde est allé un peu ailleurs, les données, elles n'étaient pas cohérentes, et plein de services ont commencé à tomber à côté par contagion, si vous voulez. Mais ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas vraiment prévoir et qui ont énormément de problématiques. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant, et encore une fois, ça vous montre toujours l'intérêt de ce genre de choses, de ce que fait Amazon. Vous le voyez un peu dans le même sens, c'est si vous prenez la livraison de repas à domicile, pas ce que fait Uber, mais ce que fait HelloFresh. HelloFresh a publié d'excellents résultats, j'en ai en portefeuille, je suis très content, j'en ai vendu pas mal, parce que ça commence à être un peu cher. Mais HelloFresh, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que HelloFresh a marché alors que le concurrent numéro 1 américain, Blue Apron, n'a pas réussi? Parce qu'en fait, en Europe, vous avez des partenaires logistiques qui sont capables d'amener un panier frais d'un point A à un point B pour un coût qui est intéressant. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Si vous ne faites pas du volume, c'est-à-dire que si vous amenez pas tout un camion, la poste US n'est pas capable de livrer de la viande fraîche d'un point A à un point B. Si vous envoyez un bout de steak, ils sont pas capables. Donc en fait, comme ils sont pas capables, Amazon Fresh ne pouvait pas exister, et donc ils ont dû mailler le territoire eux-mêmes, faire ce travail à la place de la poste, et donc créer un avantage concurrentiel énorme. Et vous voyez bien que ce genre de petites compréhensions du marché, elles sont ultra utiles. Vous avez la même chose dans les fintechs. Pourquoi est-ce que les fintechs européennes sont plus performantes et vont plus vite que les fintechs américaines? Parce que la bancarisation, elle a commencé en Europe. Et elle est très poussée en Europe. Et donc les gens, ils ont toujours eu envie en Europe de simplifier leur bancarisation. Beaucoup plus qu'aux États-Unis. Donc du coup, en fait, aux États-Unis, comme vous êtes poussé par les promos, par ce genre de choses, c'est un peu différent. Vous ne cherchez pas forcément l'utilité. En Europe, comme vous cherchez l'utilité, il y a beaucoup de sociétés qui ont pu se lancer avec des capitales de départ assez faibles en disant « je vais te faire quelque chose d'utile, qui va marcher plus vite ». Le paiement en 3 fois, c'est des choses qui ont émergé en Europe avec Klarna. C'était ceux qui étaient là avant. Les autres, ils ont copié. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de vous dire il y a certains sous-secteurs sur lesquels l'Europe est en avance. Et ça, en tant qu'investisseur, c'est intéressant pour les jouer, ces secteurs-là, dans le PEA, PME, dans le PEA, parce que sinon, effectivement, si vous êtes sur les autres secteurs, les moteurs de recherche, ce genre de choses, vous pouvez pas jouer ça dans le PEA. Et l'enveloppe PEA est quand même une enveloppe qui est très très utile fiscalement. C'est-à-dire que si vous faites 20% aux États-Unis et que vous faites 15% en France, net de taxes, vous ferez mieux avec votre PEA au bout de 5 ans qu'avec votre compte américain. Donc voilà, il y a une notion. Après, plus vous allez garder longtemps les titres, plus ça va s'annuler et ça va être la performance qui va juger. Mais après, il faut être capable, si vous voulez raisonner comme ça, de vous dire je vais acheter un titre aux États-Unis, je vais garder 10 ans. On n'est jamais vraiment sûr qu'on va garder un titre 10 ans. Moi, j'aime me dire qu'on va le garder 10 ans, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc on va faire les questions un peu à la fin. Il y a Parlons Résultats, donc Ubisoft qui a bien publié, hein.
Donc là c'est pareil, le marché il a réagi très fortement à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement été déçu, il avait tellement peur que les gens ont pricé n'importe quoi sur Ubisoft. Vraiment, une décroissance, un machin. Vous voyez que le back catalogue est toujours très fortement en hausse, donc ça c'est des choses qui sont très très intéressantes. Ça vous dit que les licences quand même, elles ont une capacité d'amener du revenu. Vous avez toujours les unique active players qui sont en hausse de 15%, ça c'est quand même vachement intéressant parce que c'est des gens à monétiser dans le futur. Vous avez un démarrage prometteur de Far Cry 6, alors ça c'est pareil, l'ancien Far Cry c'était un bid absolu, donc ils vous disent on fait mieux que l'ancien. Ouais, ben en fait il faudrait qu'ils comparent avec celui encore avant, voilà. Donc ça c'est un peu compliqué. Osier, ils n'ont pas voulu me répondre. Donc bon, voilà. Ils ont toujours les mêmes problèmes, des soucis persistants au niveau RH. Donc ça a toujours une problématique. Ils rehaussent leur target de manière assez forte. Ce qui est intéressant aussi, et ça c'est quelque chose que dont je voulais parler, parce qu'ils n'en ont pas parlé dans la conf call, mais je pense que c'est quand même important. Ils vont relancer Adibou, qui est un jeu ludo-éducatif. Et vous vous souvenez que je vous parle depuis souvent du back catalogue d'Ubisoft en vous disant le back catalogue d'Ubisoft, vous avez quand même énormément de jeux, des petits jeux de gestion, Léa Passion vétérinaire, Adibou, ce genre de choses, qui sont pas forcément des jeux qui vont faire 1 milliard de chiffre d'affaires, mais qui sont des jeux sur lesquels vous pouvez mettre des petites équipes d'une centaine de développeurs et vous dire que vous allez faire 50, 100 millions d'euros dessus. Bon, plus 50 que 100, mais ajouter un certain nombre de jeux, vous créez tout un univers qui est quand même intéressant, et vous êtes un peu sur ce que fait Nacon, Focus, qui étaient des univers du AA qui avaient un peu abandonné Ubisoft. Et moi je trouve que c'est très très intéressant parce que longtemps ils ont été vraiment les clairs leaders de l'univers AA, qui est quand même un univers qui a explosé en volume, hein, parce que c'est un univers qui en 10 ans a fait plus de x5, donc c'est quand même un univers sur lequel il y avait de la performance. J'avais plusieurs fois critiqué les Guillemots en leur disant que c'était complètement con d'être sorti de cet univers. Je sais pas si c'est juste l'univers ludo-éducatif qui les intéresse ou vraiment l'univers des AA qui les réintéresse, mais pour moi c'est quand même une bonne chose, je le mets dans la case des plus. Ça m'encourage toujours pas à aller sur l'action parce que cette persistance des soucis au niveau RH me pose énormément de problèmes. Donc là vraiment, avec vraiment un groupe de développeurs au sein d'Ubisoft, qui est quand même de plusieurs milliers de personnes, qui critiquent ouvertement la direction depuis plusieurs mois. Et ça c'est problématique parce que vous pouvez avoir énormément de conflits, vous pouvez avoir des démissions massives, ce genre de choses. Vous avez quand même une tension dans l'univers des développeurs avec des gens qui sont très demandés. Donc vous avez quand même des risques importants qui pourraient faire très très mal à Ubisoft. Et vous avez des manières de jouer ça qui pourraient être très très violentes. Typiquement, vous appelez Amazon, vous pouvez dire je recrute 1000 développeurs de chez Ubisoft. Et du coup, vous faites tomber le cours de l'action de 50%, puis après vous rachetez la société et vous dites je vous ai bien eu. Donc, c'est de l'equity fiction. Il y a peu de chances que ça arrive, mais c'est quand même un risque. Moi, quand je suis pas en phase avec le management, j'évite. Donc voilà. Après, il y a les autres résultats. Donc, chez Sony, vous avez des ventes de 5,7 milliards sur la division jeux vidéo, des profits opérationnels en baisse de 21% dû à la PS5, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. Quand vous mettez une nouvelle génération de consoles, à part chez Nintendo, les autres font de la perte. Installer une base de console, ça a un coût et vous vous rémunérez après sur les services à valeur ajoutée que vous mettez derrière. Les profits, les Sony vend 62% des jeux PS4 et PS5 en format digital, donc ça c'est toujours ce que je vous dis depuis longtemps, c'est que de plus en plus on est en format digital. Ce format digital a un avantage pour les acteurs, c'est précurseur du gaming as a service, donc du mode par abonnement qui lisse les revenus dans le temps, et aussi c'est précurseur de la vente, enfin ça montre la force de la vente digitale qui est une vente qui est plus margée que la vente physique parce que vous n'avez pas édité le CD, à l'envoyer, à le mettre dans des containers, à le ramener, ce genre de choses, donc forcément c'est des coûts en moins. Chez Capcom, vous avez des ventes en hausse de 616 millions portées par Monster Hunter et et Resident Evil, c'est une hausse de 66%, des profits opérationnels en hausse de 62%. Donc pour un univers du gaming qui est mort, je vous invite quand même à voir qu'il y a quand même des acteurs qui tirent toujours leur épingle du jeu. L'entreprise a toujours communiqué la même chose, c'est le refocus sur les licences Resident Evil et Monster Hunter, avec toujours la même chose que je vous explique depuis un certain temps, c'est-à-dire allonger le cycle de vie de la licence, faire de plus en plus de jeux, des MOBA, des MMO, des jeux perso, ce genre, des jeux sur mobile, et vraiment donner de la valeur à la licence. Sur MTG, il y a des ventes en hausse de 164 millions, en hausse de 58%, 42 millions de chiffre d'affaires sur 5 événements e-sportifs en full digital,
sur le trimestre, enfin sur le S1. C'est quelque chose d'intéressant parce que ça vous montre vraiment qu'il y a une capacité de monétiser l'e-sport, même si vous n'avez pas, entre guillemets, la rentrée, du coup, du nombre de sièges qui sont occupés, de la buvette et de ce genre de choses. Ça c'est intéressant parce que ça c'est la même chose. C'est bien mieux que ce que fait le sport en général sur des événements équivalents. Bien mieux si on enlève les droits télé. Or c'est vrai qu'il y a très peu de droits télé sur l'e-sport encore en ce moment. Donc si on enlève le droit télé, ils font bien mieux en niveau valorisation et création de valeur que ce que fait la majorité des sports. Donc ça c'est quand même intéressant. Et les résultats qui restent en perte. On est sur une société qui est vraiment en structuration, qui a besoin de grossir très fortement. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un peu de questions sur le jeu vidéo? Ou est-ce qu'on passe tout de suite à la crypto? On n'est pas encore sorti du sable chez Ubisoft. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des acteurs à prix plus bradés et il y a des acteurs plus intéressants à long terme qu'Ubisoft. Moi, une vraie chose qui me rend positif sur Ubisoft, c'est s'ils exploitaient le back catalogue justement sur les AA et le deal avec Disney de créer des jeux autour de Star Wars, d'Avatar, ce genre de choses. Ça, c'est deux gros trucs qui peuvent amener de la valeur. Après, on n'a rien vu des jeux sur Star Wars, on n'a rien vu des jeux sur Avatar. À mon avis, on a le temps de prendre le train un peu plus tard. Ou alors, il faudrait que ça descende en dessous de 35 €, où là, ça serait vraiment pas cher. Ce qui est possible, hein, parce que le marché est un peu fou sur ces valeurs. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il est 25. On va continuer, parce que sinon, après, ça va être un peu long. Donc, à suivre, c'est l'hebdo... Quel est le positionnement des BATS sur le métaverse? Les BATS, tu veux dire la crypto-monnaie de... Ah non, BATX, ok, j'ai compris. Les Chinois, c'est compliqué. Il y a des choses qui nous intéressent, mais je pense qu'en Chine, l'univers du métaverse, ça sera un univers qui sera très politique. Donc soit c'est le Parti communiste chinois qui le crée, peut-être en te disant, voilà, le passeport digital, entre guillemets, en Chine, qu'ils ont créé avec ce système de points, ça repose à 90% sur Alibaba et Tencent. Hein. Parce que c'est sur WeChat, le système de connexion de Alibaba, et ceux qui utilisent ni l'un ni l'autre sont vraiment anecdotiques. Donc en fait, même le pouvoir central, il a besoin d'avoir une transmission vers la population, et que la population accepte de télécharger l'application et de l'utiliser très rapidement. Donc je pense que... Même ça sera quand même des choses qui vont être favorables au BATX à long terme. Ça m'étonnerait que le gouvernement chinois crée un truc lui-même, oblige les gens à venir. Ils n'ont jamais fonctionné comme ça. Ils sont toujours fonctionné avec des grosses entreprises qui ont été partenaires. Et donc je pense qu'ils continueront comme ça. Après, il n'y a pas de volonté des entreprises chinoises de pousser le sujet. C'est-à-dire, en fait, ils attendent que ça soit une impulsion du gouvernement. Je pense que la volonté en Chine, c'est de surtout pas faire de vagues. Donc c'est de pas se mettre à dos le Parti communiste chinois. Donc tant que le Parti communiste chinois a pas dit que c'était un truc intéressant, qu'il fallait se mettre dessus, qu'il fallait mettre des garde-fous et tout, je pense que les acteurs n'iront pas. Ou alors ils iront avec des systèmes très ouverts, avec assez peu de moyens de monétisation, et qui sont surtout faits pour faire des ronds à l'international. Ça c'est possible. Ou pour faire des ronds sur leur plateforme. Typiquement, faire un métavers avec des moyens de commander des choses et de participer à des mini-jeux le jour de la fête des célibataires en Chine pour favoriser les dépenses sur Alibaba, ce genre de choses. Mais sur des applications très très ciblées et pas sur des choses comme le veut Facebook, un monde virtuel dans lequel on va faire beaucoup de ce qu'on fait déjà dans le monde réel. Je pense que ça, non. À l'heure actuelle, vraiment pas. Donc on recommence, l'hebdo de la crypto arrive en fanfare des ETF liés au Bitcoin. Donc on continue. Hein. Donc là on a l'oscillo crypto semaine 40. Donc vous voyez hein, les plus fortes hausses sur 7 jours. Decentraland, c'est lié au fait que Decentraland c'est quelque chose qui est lié à l'univers du métavers. Donc qui a beaucoup monté.
Decentraland, vous avez des partenaires, les sociétés qui sont cotées sur la bourse française, Atari et l'autre société de chez SD là, travaillent avec Decentraland. L'utilisation sur Decentraland, vraiment on est au tout début, hein, vous n'avez pas de traction utilisateur de ouf sur Decentraland, vraiment peu. Donc moi je pense que c'est vraiment de spéculation. Voilà. D'ailleurs vous voyez au volume, les volumes ils sont ahurissants, donc vous avez quasiment, vous avez la market cap, comment ça s'appelle, vous avez la market cap qui a bougé quasiment sur 24 heures. Donc ça veut dire que vous avez une rotation qui est très très forte. Ça c'est de la spéculation. Donc si vous faites, si vous êtes avec Rod, que vous faites du trading, ce genre de choses, je fais confiance à Rod, c'est un expert. Allez sur son Telegram, vraiment c'est un mec qui voit très bien les points clés et tout. Après le trading c'est vraiment un métier, c'est une manière de faire, il faut être sans pitié, savoir couper ses pertes, savoir, moi je sais pas faire. Donc voilà, ces valeurs qui spéculent n'importe comment, j'investis pas dessus, je les short pas, je les achète pas, je vous laisse les regarder. Voilà. Le Dogelon c'est la même chose, le Shiba Inu c'est la même chose. Je vous invite à faire très très attention parce qu'un ancien wallet qui avait énormément de Shiba a été réactivé. Donc potentiellement ça peut vouloir dire qu'il va y avoir une petite vente. Sachez quand même que dans l'univers des cryptos, la profondeur du marché est souvent problématique, hein. On en parlera un peu plus tard. Mais la profondeur du marché est souvent problématique. Donc si vous avez le mec, il a plus de 4 milliards de dollars de Shiba Inu, s'il vous en balance 50 millions en ordre de vente one shot, vous allez saigner durement. Parce qu'en fait, vous avez souvent assez peu de market makers sur l'univers des cryptos. Donc en fait, vous avez tous les ordres qui sont au début de la plateforme et après le carnet d'ordre est vide. Alors que c'est vrai que dans l'univers de la bourse, ce genre de choses, vous avez toujours des arbitragistes, ce genre de choses, qui mettent des ordres très bas et qui permettent une certaine solidité. Quand quelqu'un vend comme un bourrin, il y a quelqu'un derrière. Et du coup, le titre ne s'effondre pas de 100% ou de 50%. Vous avez le Basic Attention Token, qui est un token qui est très intéressant, qui est lié au moteur de recherche Brave, au navigateur Brave, qui n'est pas dans un moteur de recherche. C'est de plus en plus utilisé. Bon, moi je pense que c'est une crypto que j'aime bien. C'est un peu cher maintenant, je trouve. Mais quand ça valait pas trop cher, j'en utilisais. Je pense quand même que c'est toujours un truc de geek, hein. C'est-à-dire ceux qui vont utiliser le Basic Attention Token pour la publicité, ce genre de choses, rémunérer les personnes, les articles des journaux, ce genre de choses. Je pense que ça va toujours concerner qu'une population assez limitée. Je pense que ça n'a pas le moyen de devenir mainstream. Je me trompe peut-être, mais en tout cas c'est ma vision du token. Donc je ferai quand même attention au niveau de prix au bout d'un moment. Parce qu'il y a quand même certaines choses. Après attention, parce que l'entreprise qui travaille derrière Brave, ils ont fait beaucoup d'applications nouvelles qui tirent profit du Basic Attention Token. Et donc ils peuvent faire des nouvelles applications qui auraient des sens et qui utiliseraient le BAT en token. Et qui pourrait donner une nouvelle impulsion à la société, mais ça c'est, enfin au token, mais ça c'est encore une autre histoire. Après vous avez l'Engine, qui est un token lié aux jeux vidéo, ce genre de choses, donc ça c'est voilà, Metaverse, ce genre de choses, Secret la même chose, Chills un peu pareil, Helium c'est un token qui est lié à l'IoT, qui monte de plus en plus. Je vous avouerai que je l'ai pas mal étudié, je le trouve très complexe, très cher pour si on veut faire des applications IoT dessus. Donc voilà, mais peut-être que je me trompe. Je pense qu'il faudrait qu'ils atteignent une certaine taille avant que le token devienne intéressant et que l'utilisation de la plateforme soit intéressante. Le problème c'est est-ce qu'ils vont y arriver. Et Holo c'est lié aux jeux vidéo et au métaverse, donc là c'est la même chose, hein. Vous avez la spéculation qui est liée au métaverse. Donc vous voyez aussi que vous n'avez aucun token du top qui est là-dedans, parce qu'en fait le seul token du top 10 c'est le Shiba Inu qui a une spéculation. Après vous descendez tout de suite au 35 sur 100 qui est le Decentraland, d'accord. Decentraland c'est pareil, pour ceux qui connaissent bien les services de Mathieu Lebrun sur les cryptos, qui est un bon trader chez nous, qui fait un service payant. Il a beaucoup eu de Decentraland, il a acheté moins de 10 centimes je crois à une époque. Je crois qu'il en a gardé un peu, donc ça vous laisse un peu voir comment il fait de la perf, hein. J'espère pour lui qu'il les a gardés, je crois, un solde, mais voilà. Donc du coup, quand vous cherchez des valeurs qui montent beaucoup sur 7 jours, vous ne tombez jamais sur les 10 plus forts tokens.
C'est jamais ça. C'est toujours des trucs qui pumpent beaucoup, qui redescendent beaucoup, qui pumpent beaucoup, qui redescendent beaucoup. Quand vous êtes des investisseurs long terme, comme moi, ça peut être pratique quand vous avez vraiment des projets qui vous intéressent, qui sont très très nouveaux, qui sont au tout début. D'accord? Ça peut être intéressant de mettre un peu de sous et de vous dire quand ça pump, j'en vends un peu. Et quand ça redescend, j'en rachète un peu. Alors des fois, vous avez un truc qui va pump à l'infini et vous vous dites pourquoi j'ai vendu. Ça m'est arrivé plein de fois. La majorité du temps, ça va pump pendant 2-3 jours. Vous avez soldé 50% de votre position et après ça s'effondre et ça revient à son cours initial et vous êtes bien content d'avoir vendu. Donc moi je pense qu'il faut être très très agile sur les cryptos parce que c'est un marché qui est vraiment ultra dynamique. Donc n'hésitez surtout pas à faire des take profits et à vous dire bah, si j'ai vendu du Shiba Inu au tout début quand ça a pump et que je ne l'ai pas gardé et que bah, j'en ai gagné peut-être 1 million de dollars alors que j'aurais pu gagner 1 milliard de dollars, et ben c'est la vie. La vérité c'est que si vous n'aviez pas vendu 1 million de dollars, vous aviez beaucoup plus de chances d'être à zéro que d'atteindre 1 milliard. Même si beaucoup de gens dans la crypto vous disent que to the moon, machin truc, bidule, enfin tous ces gens-là on les verra plus dans 5 ou 10 ans. Hein. Ils auront été rasés entièrement. Je me souviens, quand j'étais sur Twitter à mes débuts, hein, j'étais déjà sur la crypto, l'époque avant les ICO, combien j'ai vu de mecs me dire ah, to the moon, machin, il faut jouer sur BitMEX ou toutes ces plateformes avec des leviers 50 et tout. La plupart, les comptes, ils n'existent plus. Les mecs, ils se sont fait rincer par le marché. Ils ont vécu leur période de gloire et après, bah, ils tombent. Et le problème, c'est que quand vous tombez très bas. Donc c'est facile de monter très haut. La question, c'est soit vous arrêtez quand vous êtes monté très haut en vous disant c'est bien, j'ai gagné mon million, mes 2, mes 5, mes 6... Enfin, votre objectif, j'arrête, je mets de côté et je joue qu'avec ce qui reste. Soit vous vous dites, bah, je veux continuer, mais à ce moment-là, il faut vraiment s'astreindre à quelque chose parce que sinon, le jour où le marché il change, où il machin, il vous assassine et vous vous relevez plus du tout. Et je peux vous dire que j'en connais un paquet. Même des mecs qui passaient sur Bloomberg et tout et qui se sont fait assassiner et qui n'ont plus une thune en crypto-monnaie. Donc vraiment, il faut faire très très attention, ça va très très vite. Hop là. Donc là, bah, vous avez la même chose. Hein. Donc vous avez les prix de l'Ethereum et du Bitcoin. Pour ceux qui savent, j'avais dit Bitcoin 55 000 l'année dernière. On n'a pas fait ça, on a fait un peu moins. Je pense que cette année, c'est une année de consolidation quand même, un petit peu. Donc je pense qu'on va osciller entre 25, 30, 70 peut-être en ATH. Mais je pense pas qu'on casse cette année durablement les 70. Vraiment pas. Sur Ethereum, par contre, je suis beaucoup plus bullish. Je pense que Ethereum a beaucoup de choses à prouver en ce moment. Attention, le prix des transactions est toujours très élevé. Et je vous ai déjà expliqué que le prix des transactions très haut faisait qu'il y a beaucoup de blockchains parallèles qui se montent pour ne pas subir ces coûts de transaction. Donc vous avez des risques qu'il y ait des créations de nouveaux leaders qui prennent la place de Ethereum. Bon, après, je vous dirais, on dit ça depuis 5 ans. Et on n'a jamais rien vu arriver. À part à la limite Solana un petit peu maintenant. Et encore, je pense que vraiment la profondeur de la blockchain Solana par rapport à la profondeur de la blockchain Ethereum, c'est pas du tout la même chose. Hein. Donc je prêche peut-être un peu dans le désert, mais je préfère toujours faire attention. Donc ça, j'aimerais bien que les prix retombent un petit peu et qu'on fasse des nouveaux EIP. Donc les EIP, c'est les contrats de gouvernance. Hein. On vote pour les nouvelles choses qu'on va mettre dans la blockchain. Donc j'aimerais bien qu'on fasse des nouvelles EIP pour aller un peu plus loin. Et baisser un peu les coûts et changer un peu la rémunération des mineurs encore plus en profondeur que ce qu'on l'a fait cet été. Là, vous voyez la NAV des ETF Bitcoin. Donc, vous voyez que par exemple, l'ETF ProShare qui a été mis en place il y a très peu de temps, en 2 jours, il a atteint le milliard de NAV. Donc, ça, c'est toujours la même chose. Hein. Plus vous allez avoir de gens qui vont investir dedans, plus vous allez avoir de flots qui vont aller sur la blockchain. Donc ça c'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, ils n'ont pas envie d'avoir un wallet, ils n'ont pas envie d'avoir toutes ces histoires et donc ils vont préférer les ETF quitte à perdre un peu de la performance en passant par des ETF et donc ça c'est driver de nouveaux flux sur Bitcoin. Et comme c'est vrai que le nombre de Bitcoin et d'Ethereum qui circulent est de plus en plus limité, bah quand même c'est des choses qui vont avoir un effet sur le prix. Après, comme je vous l'ai dit, je pense pas vraiment que le prix va exploser là avec les ETF. Moi, je pense que c'est un truc qui va prendre un peu du temps et qu'il faut que ça fasse des émules un peu à l'international, ce genre de choses.
Donc on en revient à ce que je vous avais dit hein, tout à l'heure, la profondeur. Donc là on est sur le cas de la market de la place de marché de Binance US qui est détachée de Binance Total pour des raisons de réglementation. Et là vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé quelqu'un a vendu 104 Bitcoin. Donc ça fait un peu moins de 100 millions de dollars. Hein, ça fait moins de 100 millions de dollars. Ça fait 50 à peu près, hein, un peu plus. Et il a fait descendre le prix du Bitcoin à en dessous de 8000 le Bitcoin. Pourquoi ça? Parce que comme je vous l'explique, en fait, vous n'avez pas de profondeur, vous n'avez pas de market maker. Donc dès qu'il y a quelqu'un, une whale qui fait donc une baleine c'est un gros dans le marché qui vend beaucoup de titres, bah, il a une influence très très importante. Et donc vous voyez que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs gros ordres suivis d'un très gros ordre qui ont fait exploser le cours à la baisse du Bitcoin. Donc ça, faites toujours attention quand vous mettez des stops. Si vous êtes investisseur long terme, ce genre de choses, toujours faire très très attention au prix auquel vous mettez le stop, comment vous le paramétrez, pour pas vous faire avoir quand il y a des price drops colossales comme ça qui arrivent d'un seul coup, parce que ça peut vite partir en sucette, et il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent parce qu'ils ont vendu à 8000 dollars. Alors qu'ils voulaient pas, en fait ils avaient mis, donc ça sur les stops dans les cryptos, faites très très attention, vraiment, et vérifiez bien la profondeur de la plateforme sur laquelle vous êtes, et n'hésitez pas à diversifier le nombre de plateformes, ça vous permet déjà de vous sécuriser en cas de piratage, et aussi ça vous permet d'être plus safe sur ce genre de choses, parce que là le price drop il a eu sur Binance US, mais il n'a pas eu lieu sur les autres plateformes, enfin il y a eu un petit pic à moins 10 et c'est tout. Donc là voilà, pour vous aider je vous l'ai mis. Vous avez l'average bid ask spread, donc ça c'est la moyenne entre le prix d'achat et le prix de vente, quel est ce qu'on appelle le spread. Vous voyez que chez Kraken ça a un petit peu monté, mais c'est quasiment les moins chers. Chez Coinbase c'est un petit peu descendu, chez Hitbit c'est beaucoup descendu, chez Bitfinex c'est beaucoup descendu, chez Gemini c'est un peu descendu, chez Binance US c'est remonté très fortement à cause de cette histoire, sur Bitresk c'est assez haut, et sur Bitstamp c'est assez haut. Donc là c'est la même chose, moi par exemple si j'achète des cryptos top tier, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum, ce genre de choses, jamais j'achète ni sur Binance, ni sur Gemini, ni sur Bitrex, ni sur Bitstamp. C'est vraiment des cryptos qu'on ne trouve que là-bas que j'achèterai, et c'est assez rare qu'on trouve que des cryptos que là-bas, ou alors après c'est des projets très, très neufs, donc sur lesquels il faut faire gaffe. Mais je préfère largement Kraken, Coinbase et Hitbit, qui sont vraiment mes favoris. Donc ça, faites toujours attention, parce que ça c'est avant de faire du trading, et de s'imaginer apprenti trader, il faut vraiment comprendre la construction du marché. Parce que la construction du marché, si vous êtes un bon trader mais que vous ne comprenez pas la construction du marché, un jour ou l'autre, le marché va vous mettre un événement imprévisible pour vous, qui en vérité est prévisible, parce qu'on sait que la construction du marché est mauvaise, donc on sait qu'un jour ça va arriver, et vous vous faites aligner. Et si par exemple vous aviez toutes vos positions Bitcoin qui étaient mises sur un stop, bah, vous avez perdu tous vos Bitcoins. Donc vous recommencez, bah voilà, vous aviez un truc qui valait 65, vous recommencez avec votre truc qui vaut 8000 par Bitcoin. Donc il faut faire de la perf pour après remonter la pente. Psychologiquement aussi c'est difficile, ce genre de choses. Donc avant de s'amuser à être apprenti trader, essayez toujours de comprendre la construction du marché. On n'en parle pas assez en France. Il y a très peu de traders qui en parlent, mais la construction du carnet d'ordre, la profondeur du carnet d'ordre, c'est vraiment la première des choses d'un trader. Le reste, ça vient après. Parce que sinon, un jour ou l'autre, ça va vous jouer des tours. Donc là, après, il y a Bitcoin et inflation. Donc vous voyez qu'il y a une certaine corrélation. Donc il y a eu une décorrélation qui a eu lieu un peu pendant que la Chine a tapé très fort sur le Bitcoin. Je pense que moi, c'était plutôt dû au fait que la Chine tape fort. Depuis que l'inflation a quand même beaucoup repris, le prix du Bitcoin a beaucoup monté. Donc je pense quand même qu'il y a une volonté des acteurs de se débancariser et de se démonétiser du dollar et de l'euro qui perdent de la valeur en inflation, et de se mettre sur des actifs autres. Et comme actif pour garder de la valeur, vous avez plus ou moins le BTC, le gold, l'argent, et puis c'est à peu près tout. Voilà. Le reste, c'est des actifs de matières premières qui ont le risque de leur utilisation, quoi. Si vous avez acheté de l'acier parce que vous pensez que l'inflation elle allait monter, vous faites de la gueule parce que l'acier s'est effondré de 20% ces dernières semaines. Après, si vous avez acheté du gaz, vous êtes content parce que ça a monté de 20%. Mais à ce moment-là, il faut mieux prendre un ETF matières premières pour être libéré des contraintes de certains acteurs.
Autre truc que je voulais vous montrer, c'est dans le temps, la place des acteurs. Alors là, ça va pareil, ça va avec la vidéo du métaverse tout à l'heure. D'accord. La vidéo du métaverse, on en a parlé, je vous ai dit système de pyramide avec le winner qui est tout en haut. Et ben, ce que je veux que vous compreniez, c'est que avec le temps, la pyramide grossit et la valeur se partage. C'est-à-dire, vous pouvez pas me dire, je veux investir dans le mec qui va capter toute la valeur. Ça n'existe pas. Vous avez des monopoles sur des sous-activités. Donc le moteur de recherche, le monopole, c'est Google. Le système d'application, le monopole, c'est Microsoft. Donc si vous voulez, à chaque fois, vous avez des choses qui progressent. Donc si vous voulez, quand vous prenez un ordinateur, le numéro 1 de la pyramide, c'est Microsoft, parce que c'est lui qui a le système d'exploitation. Le numéro 2, on peut dire que c'est Google, parce que c'est lui qui a l'accès, enfin qui vous fait qui vous permet d'aller sur Internet correctement et de trouver ce que vous voulez. Le numéro 3, ça peut être Amazon ou Facebook. Plus vous descendez, plus vous avez d'acteurs et plus vous voyez. Mais plus vous avez aussi des capacités à capter la valeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les acteurs qui sont leaders d'une pyramide, d'accord, sont généralement pas leaders des sous-pyramides qui se créent. C'est très très rare. C'est-à-dire que on a créé les ordinateurs, l'acteur leader c'est Microsoft dans les systèmes d'exploitation, c'est pas lui qui est devenu leader des navigateurs et des moteurs de recherche. On a eu Google leader dans les moteurs de recherche et les navigateurs, c'est pas lui qui a été leader dans le social. Vous voyez? Et vous descendez à chaque fois comme ça. Donc ça, je pense que c'est important parce que faut bien vous dire, à terme, hein, dans la construction du marché des cryptos, il est clair que l'importance de l'Ethereum et du Bitcoin a tendance à diminuer. Sinon, c'est que l'écosystème, il n'est pas sain. C'est-à-dire que vous n'avez pas de projet en dessous qui émergent et qui ont une véritable utilité. Donc il faut vraiment qu'on voit cet écosystème émerger. D'ailleurs, vous voyez bien, hein, l'écosystème, il émerge dans les années 2004. Et là où vous faites le plus de rendement en achetant des GAFA, c'est quoi? C'est à partir de 2012-2013. Donc vous voyez, c'est quand l'écosystème a émergé et qu'il y a plein d'acteurs différents que vous commencez à capter le plus de valeur. D'accord? Donc ça, c'est quand même intéressant. Après, je vous dis pas vendez tous vos bitcoins et tous vos Ethereum pour acheter des altcoins, parce que c'est beaucoup plus facile de se dire qu'à 10 ans on va gagner en ayant du Microsoft quand on est en 1998 que de se dire que dans 10 ans on va gagner avec Amazon en 1998. Hein. C'est pas le travail n'est pas le même. Et souvent on a tendance à surestimer son intellect parce que comme le bouquin il s'est déjà écrit, on dit oh bah c'était facile à voir. Franchement ils ont écrasé Barnes Nobles, ils ont pris de la valeur là. Franchement c'était facile de voir l'émergence d'Amazon. Bon non c'était pas facile. Moi la dernière fois j'étais avec un mec qui me disait ouais l'émergence de Tesla c'était facile à voir, les autres constructeurs machin et tout. Et directement lui je le rappelle pas. Hein. Intérêt du personnage triple zéro. Hein. Parce que il y a 10 ans, les mecs qui savaient qu'Elon Musk il allait réussir, à part la garde rapprochée d'Elon Musk et Elon Musk, mais là c'est parce que vous êtes dans l'entreprise, donc vous avez une incarnation de l'entreprise, et si vous croyez pas vous-même à votre entreprise, bah, personne ne va y croire. Donc c'est différent. Donc là c'est la même chose, ça vous montre un peu l'alt season, donc là je vous montre. Hein. En mars, on a fait une alt season, on a consolidé dans un range, et là, on fait une rotation vers les altcoins et possiblement, peut-être, on va voir une nouvelle saison des altcoins qui va monter. Je peux pas vous le garantir. Je pense que voilà, mais moi, je sais que j'expose un peu plus mon portefeuille aux altcoins. Encore une fois, je le fais avec proportion, c'est-à-dire que plus de 50% de mon portefeuille c'est du Bitcoin et de l'Ethereum. Hein, donc je vous le dis. Mais voilà, doucement. Je rajoute des tokens que j'aime bien, des tokens que je trouve pas trop chers en me disant il y a peut-être de la spéculation qui va venir, il y a peut-être ceci, cela, voilà. Mais je joue pas all-in, carte poker, ce genre de choses. Moi aussi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est au niveau des levées de fonds, au niveau du capital risque. Vous voyez qu'il y a vraiment une hausse très très forte, avec 50% de levée de fonds en hausse, 8,2 milliards. Donc ça prouve qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent faire des applicatifs. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien la CeFi, donc ça c'est la finance centralisée, la DeFi, finance décentralisée, le Web3, donc un peu tout ce qui est NFT, métaverse et applications, le NFT et les infrastructures. Les infrastructures, c'est surtout du minage, ce genre de choses, donc c'est un peu externe. Mais après le reste c'est quand même intéressant. Pour ceux qui critiquent souvent Facebook, j'aimerais quand même dire que Facebook ils ont investi dans OpenSea, qui est la première plateforme de NFT du monde.
Donc quand même pour des mecs qui sont soi-disant qui savent pas vraiment ce qu'ils font dans le métaverse, qui savent pas ce qu'ils font dans la blockchain et qui vont se planter parce que la seule chose qu'ils savaient faire c'était des sites social sur lesquels on pétait des posts et on se disait qu'on était fiers de notre mariage et ce genre de choses. Ces gens-là, ils ont pas bien compris l'histoire et ils ont pas bien compris ce qu'a fait Mark ces dernières années. Quand vous prenez un peu aussi Oculus, vous voyez que la vision du métaverse et la vision de la R et de la VR, c'est des choses qui déjà débarquent en 2014, 2015 et 2016 dans des longs mails de Facebook en interne. Donc vraiment, c'est une vision qu'ils ont depuis très longtemps. Ils ont mis du temps à la modéliser et à l'amener. Est-ce qu'ils l'ont amené de la meilleure façon possible? Moi, je pense qu'ils sont clairement plantés en l'amenant parce que ça avait aussi ni queue ni tête ce qu'ils nous ont fait comme speech. Mais ça veut pas dire qu'ils vont se planter. Ça veut pas dire qu'ils vont se planter. Les premières étapes qu'ils ont construites, ils ont quand même investi sur les bons acteurs. Donc c'est des choses qui sont intéressantes. Au niveau de Parlons Crypto, on a FTX qui a investi 150 millions de dollars dans Cheaper Cash, spécialiste du paiement transfrontalier en Afrique. Comme je vous l'explique, hein, crypto, le mode, tout ce qui est les stablecoins, ce genre de choses, c'est très très intéressant pour les pays qui ont beaucoup d'inflation, en leur donnant accès à des monnaies qui sont un peu moins inflatées et qui ont moins de problèmes d'inflation. Et donc ça, vous l'avez en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Donc c'est quand même quelque chose de colossal. Vous avez la plus grande banque de Thaïlande qui a racheté 50% de l'exchange numéro 1 qui s'appelle BitCube pour 536,6 millions de dollars. Donc ça vous montre un peu l'intérêt des acteurs. Vous avez le CME qui va lancer des micros ETH futurs le 6 décembre. Donc ça c'est intéressant. Vous avez Marathon Digital qui est donc un des plus gros mineurs de Bitcoin qui a augmenté ses capacités de mining et le nombre de Bitcoin qu'il détient. Vous avez Celsius qui est donc dans la CeFi, donc dans la finance centralisée, qui a acquis la startup israélienne de cybersécurité G4. Le but c'est toujours de protéger du hack, de protéger ce genre de choses. Et après vous avez une information qui est un peu rigolote. Le maire de Miami qui recevra son prochain salaire à 100% en Bitcoin, imitant le choix de certains sportifs en octobre. Donc il y a eu pas mal de sportifs qui ont fait le choix d'avoir une partie de leur salaire en Bitcoin. Donc le maire de Miami, il a fait le même choix. Sauf que lui il va à 100%. Faut savoir que Miami c'est quand même une place qui devient de plus en plus tech-friendly et vous avez vraiment une immigration de la Silicon Valley vers Miami et vous avez un nouvel écosystème tech qui est vraiment très très important et dont on parle pas assez. Je pense que Israël et Miami c'est vraiment des écosystèmes tech dont la majorité des médias français parlent pas assez alors qu'il s'y passe des choses vraiment très intéressantes. Après, on va faire l'hebdo du marché, encore un short squeeze à Wall Street. Donc, on va faire le petit truc marrant, c'est Avis Budget. Donc, pour ceux qui ont vu un peu les short squeeze sur GameStop, ce genre de choses, je vous avais toujours expliqué la même chose. La problématique de ces sociétés, c'est la construction du marché qu'il y a derrière, le nombre de shorts, ce genre de choses, les produits dérivés, et ça peut péter d'un instant à l'autre. Donc, quand vous êtes à l'achat, vous avez la chance peut-être d'avoir un gain illimité. Quand vous êtes à la vente, vous avez la chance d'avoir peut-être un gain une perte illimitée. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu une problématique. Ça va avec ce qu'on a vu de Warren Buffett la dernière fois en vidéo, hein, qui vous expliquait bien ça. Après, chasser ce genre de valeur, je pense que c'est un métier qui est très compliqué. Vous avez des fonds qui le font aux États-Unis, ils n'ont pas des performances oufissimes, hein, au même titre que vous avez des fonds qui chassent les boîtes à shorter et ils n'ont pas des performances oufissimes non plus. C'est-à-dire que moi, quand j'entends les investisseurs qui me disent tu te rends compte, ces fonds short, qu'est-ce qu'ils s'en mettent plein les fouilles, tu te rends compte, ces fonds qui étaient en face, qui ont compris la construction du marché, qu'est-ce qu'ils s'en mettent plein les fouilles. La vérité, c'est que c'est des fonds qui font entre guillemets net de frais entre 30 et 35% annuels, donc les meilleurs font 40%, c'est pas colossal. Et c'est des fonds qui ont une durée de vie assez faible, parce que généralement ils font des bonnes années, 2, 3, 4, 5 ans, et puis un jour ils ont un plomb, et ils perdent beaucoup. Donc c'est quand même des choses qui sont complexes. Donc pourquoi est-ce que Avis Group a augmenté ? Bah, le stock il a explosé, pourquoi ? Bah, parce que la société elle a annoncé un rachat d'actions. D'accord, donc ça fait monter. Le Q3, il a été un peu meilleur que prévu. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup d'acteurs de la location de voitures qui sont morts. Donc en fait, forcément, vous drivez des prix à la hausse, ce genre de choses. Vous avez une autre conjoncture qui est intéressante. Vous avez une capacité de revendre l'ancien parc et d'en acheter du nouveau
qui procure une décote qui est moins importante qu'avant. Donc en fait, quand vous vendez une voiture pour en acheter une nouvelle, vous avez des prix tellement ahurissants sur le marché de l'occasion aux États-Unis que vous vendez très cher et vous achetez la voiture. Quand vous êtes sur des contrats souvent de long terme avec les constructeurs, vous n'avez pas forcément d'inflation sur les coûts de certaines voitures et donc vous faites un delta qui se retrouve effectivement dans votre capacité à créer du cash et dans votre résultat net. Donc ça aide. Et après, il y a un autre catalyste, c'est le fait que Elon Musk a dit qu'il n'y avait pas de deal encore signé avec Hertz. Donc ça veut dire que ça laisse de l'espace à Avis pour faire un deal avec Tesla. Et comme un deal avec Tesla, ça fait monter l'action, ben les gens, ils achètent en disant qu'il va y avoir un deal. Et ça provoque la sortie des shorts et la machine s'emballe et vous êtes tout nu si vous êtes en short. Et si vous êtes à l'achat, tant mieux. Mais la plupart du temps, les gens, ils sont pas à l'achat, ils sont en short. Et ceux qui sont à l'achat, pour une valeur comme ça où ils ont de la chance, il y en a 10 où ils se font plomber. Donc ça vous oblige à avoir une hiérarchie dans vos positions, une taille des positions aussi, qui est vraiment scrupuleusement contrôlée. Ceux que j'ai vu réussir dans ce métier-là, c'était des mecs qui étaient très mathématiques et qui faisaient beaucoup de backtest et qui achetaient des produits dérivés, ce genre de choses, qui modélisaient des pertes potentielles, des gains potentiels et qui avaient vraiment un gros background mathématique. Je pense que si vous avez un gros background fondamentaliste, il y a moyen d'aller capter un peu de valeur comme ça en jouant sur les produits dérivés si vous connaissez très bien les sociétés. Mais la problématique, c'est que si vous connaissez très bien les sociétés, vous êtes sur un nombre limité de sociétés et il suffit que vous vous plantiez une fois ou deux dans l'année et ça peut être catastrophique. Donc il faut faire très attention. On va passer aux questions. Il est 19h54, donc on va passer aux questions. Et après, on s'arrêtera. Je vais laisser 10-15 minutes aux questions si vous avez des questions. Désolé, je suis un peu malade. Donc, c'est un peu compliqué. Ah, franchement, pas de questions? Et pas les terres, comment ça, pas les terres? J'avais pas vu la question. Et il n'y a pas de moyen d'investir sur Alibaba via PEA. On en rêverait tous, mais c'est pas possible. Non, il n'y a que l'ETF. Tu peux pas avoir ce genre de choses. Sinon, ça serait trop beau. Si on pouvait investir sur toutes les valeurs, Amazon, machin, sur le PEA, il y aurait beaucoup de gens qui vous diraient achète ça et arrête. Chute de PEA ces derniers temps. Chute de Pax Global ces derniers temps avec des enquêtes du FBI. Quel est ton avis? Je suis plutôt vendeur de Pax. J'aime pas quand il y a des enquêtes comme ça. Donc sur un stablecoin, je suis fondamentalement vendeur dès qu'il commence à y avoir une enquête. Et là, je voudrais revenir sur l'émission de la semaine passée concernant Clara Nova. Est-ce que tu penses que les institutions vont proposer un nouvel administrateur et virer les anciens? Je pense que ça serait une bonne chose pour les actionnaires. Je pense qu'après, Cesarini, comme il vous l'a mis, il nous l'a mis, parce qu'il me l'a mis à moi aussi depuis 5 ans, en montant au capital et en délivrant pas de valeur, en tout cas sur le cours de bourse. Sur la société, c'est différent, mais il aurait fallu qu'on aligne les deux. Entre guillemets, je doute qu'il ait choisi des gens qui vont jouer contre lui. C'est-à-dire, c'est lui qui signe le papier, c'est lui qui décide. Il a viré Martin, c'est pas pour... voilà. Autant Martin avant pouvait faire contre-pouvoir, autant le nouveau DAF, il l'a recruté, c'est lui qui l'a choisi, c'est un ancien avec qui il bosse depuis longtemps. Voilà. J'ai pas la courbe inflationniste Ether vs crypto. Mais pour moi, ça a aucun sens. Ça a aucun sens.
L'Ether, à la limite, tu peux le mettre face à l'utilisation du réseau, ce genre de choses, pour voir la progression du prix ce genre de choses. Mais le mettre contre l'inflation, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Après, il y en a sûrement qui le font, mais j'ai dû le voir 2-3 fois et j'ai jamais trouvé ça très, très intéressant. Ah, Pax Global, technologie. Oui, alors, enquête du FBI sur ça, faut faire encore plus gaffe. Voilà. Et c'est une valeur qui était très peu chère, et je pense qu'il y a une raison pour laquelle elle est peu chère. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu des choses. Donc, faut faire gaffe. Moi, je ferai gaffe. En plus, les terminaux, en ce moment, c'est pas vraiment un truc qui marche de ouf. Il suffit de voir un peu ce qu'il y a chez comment ça s'appelle. Oh, j'ai perdu le nom. Je suis fatigué. Bon, la filiale d'Atos, là, j'ai perdu le nom. Voilà, qui a quand même eu des mauvais résultats sur les terminaux. Donc je pense que c'est pas... Bah après, est-ce que ça passera ou pas, j'en sais rien. Je vous dirais que c'est un peu le barreau d'honneur des actionnaires. C'est-à-dire soit ça passe, et la valeur ira surtout dans les poches de Cesarini, soit ça passe pas, et il y a moyen de faire une prise de contrôle et de ramener une histoire intéressante dans la valeur. La problématique, c'est que pour faire une prise de contrôle, il faudrait quelqu'un qui ait allez, 35-40 millions à mettre en face des Canadiens, ce genre de choses, que Adanova se regroupe derrière. Ça devient compliqué quand même. Il n'y a personne qui veut y aller. La valeur est décotée, mais personne ne veut y aller. Parce que l'activisme en France, ça fait pas rêver. Et les fonds activisme international qui pourraient investir en France, ils regardent pas ce genre de deal parce que c'est trop petit. Donc pour eux, c'est pas intéressant. Ouais, c'est Worldline, voilà, merci. Donc voilà. Bon, comme je suis un peu fatigué parce que je suis un peu malade, euh, je les enchaîne en ce moment, mais bon, c'est la vie. Comme j'ai un bon portefeuille, je m'en fous, je peux dormir la journée. Je suis pas obligé d'être devant mes écrans et de trader malade, c'est l'avantage. On va s'arrêter là. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à souscrire à l'offre de New Tech Insider Europe. Vous pouvez souscrire pour 59 €, c'est juste en dessous du Twitch. Hein, vous avez le bouton. N'hésitez pas à partager cette offre avec vos connaissances. Nous, ça nous fait plaisir. Plus on est nombreux, plus on pourra faire des choses. J'espère que ce nouveau modèle vous a plus plu que l'ancien. J'espère que ça sera un peu plus dynamique la prochaine fois et que voilà, c'est peut-être un peu long, peut-être qu'on le découpera en deux, je sais pas, peut-être que je le tournerai et qu'on le reverra, enfin on va réfléchir. Et n'hésitez pas à nous dire vos avis dessus. N'hésitez pas surtout, comment ça s'appelle, à nous dire, là, hop, pardon. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en dessous de la vidéo, donc sur le métavers, si vous avez des questions. Elle sera postée vendredi. Voilà, si vous avez des avis sur le format aussi, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. J'espère que ça vous a plu, hein, que c'est un format qui vous convient un peu mieux. Ouais, là, on fera les questions à la fin la prochaine fois. Je pense que c'est mieux, ouais. T'as raison. On fera tout à la fin, comme ça vous laisse le temps de vous mettre les questions dans la tête et tout. Je vais essayer de faire un peu plus court. Je pense qu'on fera ou les marchés ou les cryptos, mais pas les deux. Ça dépend des moments, pour qu'on ait un peu un truc un peu moins long. Et voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Faites très attention sur les marchés. Il faut toujours faire attention. Surtout, voilà. Dites-vous qu'il faut être optimiste. Moi, je pense que quand on est investisseur à long terme, il faut absolument être optimiste. Si vous êtes pessimiste, vous ne pouvez pas investir dans la valeur à long terme. C'est pas possible parce que vous pensez que la valeur va décroître. Donc, quand on pense que la valeur va décroître, investir dans des trucs dont on pense que la valeur va décroître, ça me paraît un peu compliqué. Hein. Quand je vois tous les chantres de l'hyperinflation que je rencontre en ce moment, je me dis quand même que pour des gens qui sont très investis, je comprends pas très bien la logique. Donc voilà, donc faites très attention et bonne saison des résultats hein, qui est en cours et j'espère que ça se passera très bien pour votre portefeuille. Bonne soirée, bye bye.